La dinde de Noël était encore tiède lorsque les mots de ma mère ont glacé l'atmosphère entre nous. Tu es un fardeau. Sors de chez moi. 10 ans de service militaire. Les cicatrices que je portais, visibles ou cachées, ne signifiaient rien à ce moment-là. Debout à l'arrêt de bus, la neige s'accumulant sur mon sac de sport, j'ai réalisé que les familles ne sont pas toujours fondées sur l'amour. Parfois, elles sont construites sur des mensonges parfaits. Ce que ma mère n'a jamais compris, c'est que briser quelqu'un ne le détruit pas. Cela crée quelque chose de nouveau, de dangereux, une personne qui n'a plus rien à perdre et une vie de vérités enfouies attendant d'être exhumée. Elle pensait que me chasser me réduirait au silence. Au lieu de cela, cela m'a libéré et m'a permis de découvrir qui j'étais vraiment et la sœur qu'elle avait tenté d'effacer de nos vies. Le bus s'est arrêté dans un craquement devant la maison coloniale familière à 2 étages, dont les fenêtres brillaient d'une lumière chaude dans le crépuscule de décembre. Je me tenais sur le trottoir, mon sac de sport serré lourdement, non pas à cause de son contenu, mais à cause de ce que ce retour représentait. 10 ans dans l'armée, une libération honorable mais pour raison médicale. Et maintenant ? J'ai pris une grande inspiration qui m'a brûlé les poumons dans l'air froid et j'ai emprunté l'allée. Avant que je puisse frapper, la porte s'est ouverte. « Evelyne » a dit ma mère d'une voix ni chaude ni froide, juste poliment distante. « Tu es en retard que tu l'avais dit. » Pas de câlin. Pas de bienvenue. Pas de reconnaissance pour la cicatrice qui courait de ma tempe à ma mâchoire. Un souvenir de mon dernier déploiement. Des embouteillages, ai-je marmonné, bien qu'il n'y en ait pas eu. J'étais assis dans un café depuis 2 heures, retardant l'inévitable. Dileya. Ma mère avait toujours insisté pour que je l'appelle par son prénom depuis mes 18 ans, s'est écartée pour me laisser entrer. La maison sentait le pain et la cannelle, cette sensation d'un Noël parfait qui n'existait que dans son univers soigneusement organisé. Ta chambre est bien, j'ai dû l'utiliser comme rangement depuis que tu es parti si longtemps. Tu peux dormir sur le canapé du bureau. Elle se détourna et retourna vers la cuisine, où j'entendais des casseroles grésiller. Le dîner est à 19 heures. La famille arrivera à 18 heures. Je me tenais dans l'entrée, entouré des mêmes tableaux, de la même table d'appoint avec un plat en cristal en guise de clé, du même miroir qui me renvoyait maintenant un inconnu. 10 ans m'avaient changé d'une manière invisible pour Dileya, qui avait déjà disparu au coin de la rue, ses pas s'estompant dans le couloir. Le bureau était petit, avec un canapé en cuir usé transformé en lit avec une précision militaire. Des coins d'hôpital sur des draps qui sentaient le linge frais. Au moins, il y avait ça. Je laissai tomber mon sac et me dirigeai vers ce qui était autrefois ma chambre. La porte était un bocal, et je la poussai pour découvrir des cartons empilés jusqu'au plafond, de vieux vêtements suspendus à un portant et des décorations de Noël débordant de bacs en plastique. Il ne restait plus rien de mon enfance. Ni les posters, ni la bibliothèque, ni même la peinture bleue que j'avais choisie à 12 ans. C'était comme si je n'avais jamais existé ici. À 18 heures, la maison s'emplit de voix et de rires forcés. Oncle James et tante Patricia arrivèrent les premiers avec leur fils en âge d'aller à l'université, suivis des amis du club de lecture de Dileya qui avaient, on ne sait comment, gagné leur statut de famille pendant mon absence. Tout le monde me salua avec des sourires gênés et 2 poignées de main fermes. Tellement courageuse, dit tante Patricia en me tapotant le bras. Mais que vas-tu faire maintenant, ma chérie? Certainement pas dans la sécurité. C'est tellement dangereux. Je n'ai pas encore décidé, répondis-je. Pourtant, j'avais passé des mois à me renseigner sur les programmes pour les vétérans, des possibilités qui pourraient redonner un sens à ma vie. Eh bien, tu peux toujours retourner à l'école, proposa oncle James, comme si je n'avais pas déjà obtenu mon diplôme grâce à des cours du soir entre 2 déploiements. J'acquiesçai, un sourire crispé, déjà épuisé par ces banalités. Je me retrouvai à dériver vers les bords de la pièce, observant les interactions comme si j'étais derrière une vitre. Ils discutèrent de promotion, de vacances et de projets de rénovation. Je sirotai mon eau en repensant à la poussière de Bagdad, au poids de mon sac, aux amis qui étaient devenus ma famille plus que quiconque dans cette pièce. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement à 18h30, apportant une bouffée d'air froid et le rire aigu de ma petite sœur Violet. Elle entra comme une reine, drapée dans un manteau luxueux, ses cheveux blonds parfaitement coiffés malgré le vent hivernal. Derrière elle, un homme grand, aux épaules larges et à la mâchoire carrée, la suivait, portant un sac de course de créateur. « Maman !» cria Violet en enlaçant Dileya avec une élégance théâtrale. « Désolé pour le retard. La circulation était horrible, n'est-ce pas, Brandon ?
Brandon hocha la tête, son sourire de médecin révélant des dents parfaites. Un véritable cauchemar. Violet. Dit Leia rayonna en prenant les mains de sa fille. Tu es radieuse. Le sourire de Violet s'élargit lorsqu'elle posa une main manucurée sur son ventre encore plat. Bon, on comptait attendre après le dîner, mais je n'en peux plus. Elle balaya la pièce du regard, s'assurant que tous les regards étaient braqués sur elle. Brandon et moi attendons un enfant. La salle s'est embrassée de félicitations et de questions sur les dates d'accouchement et les nausées matinales. Je suis resté figé, observant la scène se dérouler comme une pièce de théâtre à laquelle je n'aurais pas participé. Quand Violet m'a enfin remarqué dans un coin, son sourire s'est estompé un instant avant de se reconstituer. Evelyn, dit-elle en traversant la pièce pour me serrer dans ses bras, parfumée. Contente que tu aies pu rentrer pour une fois. Félicitations, dis-je, sincère malgré la douleur de ses mots. Merci, répondit-elle, se tournant déjà vers la foule en délire. Les parents de Brandon sont ravis. Ils planifient déjà la chambre d'enfant de leur maison d'Aspen pour notre visite. Le dîner fut servi à 19h précise, et tout le monde était assis autour de la grande table en chêne, qui appartenait à notre famille depuis des générations. J'étais placé au fond, à côté d'une amie du club de lecture de Leia, dont j'avais déjà oublié le nom. Violet était assise à côté de notre mère, Brandon de l'autre côté, tous trois formant un parfait portrait de famille. Alors, Evelyn, dit Leia dans un silence de la conversation, sa voix portant jusqu'à la table. Violet me parlait justement de sa promotion au sein de l'entreprise. C'est la plus jeune chargée de clientèle senior qu'ils aient jamais eue. J'ai hoché la tête en mordant un morceau de dinde sèche. C'est super. Au revoir. Et l'entreprise de Brandon vient d'entrer en bourse, continua Leia. Ils cherchent des maisons à Briro des Stats. Tant mieux pour eux, dis-je en essayant de garder un ton neutre. C'est vraiment dommage, dit Leia en s'adressant à la table plutôt qu'à moi. Quand les gens ne me tendent pas la main. Leur potentiel. Violette a toujours su exactement ce qu'elle voulait. Le sous-entendu flottait dans l'air comme de la fumée. Je serrai ma fourchette plus fort. Je savais ce que je voulais aussi, dis-je doucement. Je voulais servir mon pays. Violette rit, un rire qui ressemblait à du verre brisé. Tu t'es juste enfui pour un salaire, Evoli. Soyons honnêtes. Je sentis le feu me monter au visage. J'ai envoyé la moitié de mon salaire à la maison chaque mois pendant 6 ans. Je t'ai aidé à payer tes études. Personne ne te l'a demandé, rétorqua Violette. Les filles, prévint Leia, mais ses yeux étaient fixés sur moi. Le silence s'était installé à table. Je suis désolé que mes choix ne te conviennent pas, dis-je en luttant pour garder une voix ferme. Mais j'ai fait ce que je pensais être juste. Tu as toujours été comme ça, dit Leia en posant son verre de vin avec une précaution délibérée. Difficile, maussade, décevant. Le mot résonna comme un coup dur. Décevant. Après tout ce que j'avais survécu, tout ce que j'avais sacrifié, je n'étais toujours qu'une déception pour elle. Je ne pense pas. Je commençais, mais Leia n'avait pas fini. Elle se pencha en avant, le regard froid, et porta le coup de grâce. Tu es un fardeau. Sors de chez moi. Le silence qui suivit fut absolu. Personne ne bougea. Personne ne parla. Personne ne me défendit. Je me levai lentement, ma chaise raclant le parquet. Je regardais les visages autour de moi, certains gênés, d'autres détournés, aucun ne croisant mon regard. Pas même Violet. Pas même Russell, le mari de ma mère depuis 15 ans, qui fixait son assiette comme si la solution à tout se trouvait dans sa purée de pommes de terre. Joyeux Noël, dis-je à personne en particulier, et je sortis. Dans ma non, pas ma chambre, le bureau. J'attrapai mon sac de sport, encore plein, car une partie de moi savait que cela arriverait. Dehors, la neige avait commencé à tomber, recouvrant de blanc la rue de banlieue parfaite. Je marchais jusqu'à la gare routière, le seul bruit étant le crissement de mes bottes et ma propre respiration saccadée. La gare était presque vide en cette veille de Noël, juste quelques retardataires sans aucun endroit. J'avais encore beaucoup à faire. J'ai acheté un billet pour le dernier bus en direction du nord, vers le seul endroit qui m'ait jamais vraiment semblé être chez moi, la ferme de grand-mère Clara. En m'installant sur le siège en plastique dur, regardant les lumières de la ville s'éteindre derrière nous, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Du soulagement, comme si j'avais enfin déposé un poids que je portais depuis des années.
Quoi que ce soit qui m'attendait à la ferme de Clara, ça ne pouvait pas être pire que ce que j'avais laissé derrière moi. Le bus m'a déposé à la sortie de la ville vers minuit. La neige avait cessé, laissant un manteau immaculé sur les champs et les arbres. J'ai parcouru le dernier kilomètre jusqu'à la ferme de Clara, le souffle embrumé par l'air glacial, mes bottes crissant un chemin solitaire à travers le blanc immaculé. La ferme apparaissait au-dessus de la colline tel un phare, une unique lumière chaude brillant à la fenêtre de la cuisine. À mon approche, la lumière du porche s'est allumée et la porte s'est ouverte. Clara se tenait là, grande et droite malgré ses 78 ans, ses cheveux argentés dénoués sur les épaules. « Je savais que tu viendrais », dit-elle simplement en tenant. Je me suis laissé aller dans ses bras, sentant la force de sa silhouette frêle tandis qu'elle me guidait à l'intérieur. Sans poser de questions, elle m'a fait asseoir près du poêle à bois, a enroulé une courte pointe faite main autour de mes épaules et m'a mis une chope de cidre épicé dans les mains. « Bois », a-t-elle dit. « Et puis dors. Demain, il sera temps de discuter. » La chambre d'amis était telle que je m'en souvenais. Des meubles en pin propre, des courtes pointes empilées au pied du lit, des fenêtres qui laisseraient entrevoir des champs vallonnés au matin. Je me suis endormi au ululement lointain d'une chouette et au craquement de la vieille maison qui s'installait dans la nuit. Le matin est arrivé avec l'odeur du café et du bacon. J'ai trouvé Clara dans la cuisine, s'agitant avec la grâce délibérée de quelqu'un qui a appris à économiser son énergie en vieillissant. « Les œufs sont presque prêts », a-t-elle dit sans se retourner. « Il y a du café dans la cafetière. » Nous avons mangé dans un silence confortable, le soleil filtrait à travers les fenêtres qui avaient besoin d'être lavées. Clara avait toujours été une femme au mot rare et soigneusement choisie. Là où Dileya remplissait chaque silence de critiques déguisées en conversation, Clara laissait le silence exister comme sa propre forme de communication. « Les poules ont besoin d'être nourries », dit-elle une fois terminée. Et voilà ce qu'il faut empiler près de la porte de derrière. J'ai hoché la tête, reconnaissante pour ces tâches physiques simples. Dehors, l'air hivernal était vif et pur. Le monde était silencieux, à l'exception des poules qui gloussaient avec impatience dans leur coupée. Je me suis facilement mise au rythme des corvées de la ferme. Une mémoire musculaire des étés d'enfance passés ici, tandis que Dileya se retrouvait à traverser diverses relations et changements de carrière. L'après-midi, j'avais nourri les animaux, empilé du bois et aidé Clara à trier les graines pour les semis de printemps. Mon corps me faisait mal, mais c'était la bonne douleur qui vient d'un travail utile. J'aurais besoin d'aide pour autre chose, dit Clara au grenier. Il y a des cartons à déplacer. L'escalier du grenier craquait sous notre poids pendant que nous montions. Des poussières dansaient dans les rayons de lumière qui passaient par les petites lucarnes. Clara désigna une pile de cartons près de la cheminée. Il faut les placer près du muret, dit-elle. Débarrassez-vous des solives du plancher. Alors que je déplaçais le premier carton, quelque chose glissa d'entre les cartons et tomba au sol avec un bruit métallique. Une petite boîte à serrure ternie, sans clé. Qu'est-ce que c'est ? Demandai-je en la ramassant. Clara la fixa un long moment avant de répondre. Mieux vaut laisser les vieilles choses tranquilles pour l'instant. Mais alors que je continuais à déplacer les cartons, un livre relié en cuir usé glissa de l'un d'eux, s'ouvrant sur des pages jaunies, couvertes d'une écriture que je ne reconnaissais pas. Une photographie. Apparut, décolorée, les bords usés. Je la pris et sentis le monde basculer sous mes pieds. La photo me montrait un bébé. J'en étais sûr. Bercé dans les bras d'un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Il était jeune, peut-être 25 ans, avec des cheveux noirs et un sourire qui plissait le coin de ses yeux. Mes yeux au dos étaient écrits à l'encre délavée. Jude et Evelyne. 3 mois. Qui est-ce ? Demandai-je d'une voix étrange à mes oreilles. Clara prit doucement la photo de mes mains, son visage indéchiffrable. Tu devrais d'abord te reposer, dit-elle. Alors, parlons-en. Clara, qui est cet homme ? Insistai-je en désignant la photo qu'elle tenait maintenant d'un air protecteur. Plus tard, dit-elle fermement. Certaines choses méritent d'être racontées. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. La photo avait réveillé des questions que je n'aurais jamais pensé poser. Russell était le mari de ma mère depuis mes 5 ans. J'avais toujours pensé qu'il était mon père, même s'il ne s'était jamais comporté comme tel. Il était distant, s'en remettant toujours à Dileya pour les questions concernant Violet et moi. Juste après minuit, j'entendis la voix de Clara, basse et pressante. Je me faufilai dans le couloir et la vis au vieux téléphone à cadran, à moitié détourné. Elle trouva la photo.
Clara disait, oui, de Jude. Non, je ne lui ai pas encore dit. Il faut que ce soit bien fait cette fois. Lorsqu'elle raccrocha, je me présentai. À qui parles-tu? Clara ne parut pas surprise de me voir. Un vieil ami, dit-elle. Retourne te coucher, Evelyne. Le lendemain matin, une visite arriva. Un camion s'arrêta dans la longue allée et un homme grand, aux épaules larges et aux mains rudes, ouvrit la porte. Il semblait avoir la quarantaine, les yeux plissés et l'air calme. Bonjour, Clara, dit-il, puis il se tourna vers moi, un éclair de reconnaissance dans le regard, rapidement masqué. Vous devez être Evelyne. Je m'appelle Ran. J'aide Clara pour les gros travaux ici. Ravi de vous rencontrer, dis-je en scrutant son visage. On s'est déjà rencontrés? Je ne pense pas, répondit-il, mais son regard ne croisa pas le mien. Je m'en souviendrai. Pendant que Ran réparait une fuite dans le toit de la grange, je conduisais le vieux pick-up de Clara pour aller faire les courses en ville. L'épicerie n'était guère plus qu'une grande pièce avec des produits de première nécessité alignés sur les étagères, mais elle desservait les fermes dispersées du coin. Alors que je déposais mes courses sur le comptoir, la femme aux cheveux blonds derrière la caisse me fixa avec une curiosité non dissimulée. « Vous êtes la petite fille de Clara, dit-elle. » Ce n'était pas une question. « Je le suis, répondis-je en comptant les factures. »« La fille qui est revenue, ajouta-t-elle avec un regard significatif que je ne pus interpréter. « Je suis juste en visite, dis-je, mal à l'aise sous son regard. » Elle fredonnait, emballant mes courses avec une lenteur délibérée. C'est drôle comme les choses tournent en rond. N'est-ce pas? De retour à la ferme, je trouvai Clara assise à la table de la cuisine, les mains jointes devant elle. Le coffre-fort était entre nous, maintenant ouvert. « Assieds-toi, Evelyne, dit-elle. Il est temps de parler. » Mon cœur battait la chamade tandis que je m'asseyais en face d'elle. Les yeux de Clara, du même bleu profond que les miens, exprimaient un mélange de résolution et de regret. « Ton père, dit-elle d'une voix ferme mais douce. Il n'est pas celui que tu crois. » 5 mots simples qui ont démoli les fondations déjà fragiles de ma vie. « Que veux-tu dire ?» demandai-je, même si une partie de moi le savait déjà. Clara soupira. Un son profond qui semblait venir de son âme. « Je veux dire, Russell Thompson n'est pas ton père. Il ne l'a jamais été. » Alors qui, commençai-je, mais elle leva une main burinée. « Certaines vérités doivent se dévoiler d'elles-mêmes, dit-elle. » Elle fouilla dans la poche de son tablier et en sortit une vieille clé en laiton. « Il y a une pièce au fond de la grange. Fermée à clé. Ceci l'ouvre. » Je fixai la clé dans sa paume. « Qu'y a-t-il là-dedans ? » Ton histoire, dit-elle simplement. Va voir. Le chemin jusqu'à l'écurie me parut interminable. À l'intérieur, après les stalles où Clara gardait ses 2 vieux chevaux, se trouvait une porte que je n'avais jamais remarquée auparavant. Elle était encastrée dans le mur du fond, presque invisible sur le bois patiné. La clé tourna avec un clic lourd. La petite pièce était poussiéreuse mais bien rangée. Un bureau en métal avec une lampe de lecture, des étagères garnies de livres et de boîtes, et au centre, une malle en bois avec mon nom gravé sur son couvercle. À l'intérieur, je trouvais des piles de lettres nouées avec un ruban délavé, leurs enveloppes m'étant adressées, mais jamais envoyées. Un journal relié en cuir souple avec le nom de Reine gravé sur la couverture. Des archives familiales, des actes de naissance, des dossiers d'hôpital, des bulletins scolaires, certains que j'ai reconnus comme étant les miens, d'autres pour un certain Reine Bennett, né 2 ans avant moi. J'ouvris la première lettre d'une main tremblante. L'écriture était grasse, légèrement inclinée vers la droite. Ma très chère Evelyne, aujourd'hui tu as eu 5 ans. Je me tenais en face de ton école et je te regardais courir vers la voiture de ta mère. Tes cheveux. Et des couettes, ton sac à dos presque aussi grand que toi. Tu avais l'air heureux. J'espère que tu le es aussi. Je rêve du jour où je pourrai te souhaiter un joyeux anniversaire en personne. Mais en attendant, sache que je pense à toi tous les jours. Je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Ton père, Jude, relatait lettre après lettre les anniversaires, les vacances, les réussites dont il avait eu connaissance sans être présent. 10 ans de lettres d'un père dont j'ignorais l'existence. Pleine d'amour, de regrets et d'un désir désespéré de faire partie de ma vie. Le journal était tout autre. Il appartenait à une certaine reine, une sœur, je m'en suis rendu compte avec un choc croissant. Les entrées ont commencé quand elle avait 15 ans,
pleine d'angoisse adolescente et d'observation sur la vie avec Dia. Il y avait des croquis partout, des paysages, des portraits, des dessins abstraits, tous témoignant d'un talent remarquable. J'ai reconnu certains dessins. Ils correspondent à des croquis que j'avais trouvés cachés dans ma chambre enfant, des dessins que je pensais appartenir à un ancien occupant. Dileya les avait emportés quand je les lui avais montrés, disant que c'était des ordures. Avec le journal et lettres serrées contre ma poitrine, je suis retourné à la maison. Clara était assise là où je l'avais laissée, comme si elle n'avait pas bougé pendant les heures où j'avais été absente. « Qui est Reine ?» ai-je demandé d'une voix tremblante. « Et qui est Jude ?» Clara a fermé les yeux brièvement, puis m'a regardé d'un regard fixe. « Reine est ta sœur Germaine. Jude Bennett est ton père, ton vrai père. Il était l'amour de ta mère à l'université, mais ses parents n'approuvaient pas. Il était pauvre, issu d'une famille ouvrière. Il voulait le meilleur pour Dileya, alors elle l'a quitté. Bien qu'elle soit enceinte, Clara a acquiescé avec Reine. Oui. Jude ne l'a su qu'après la naissance de Reine. À ce moment-là, Dileya avait annoncé à tout le monde que son père l'avait abandonné. Ses parents l'ont installé dans un appartement en ville et l'ont aidé à terminer ses études. Quand Reine avait 2 ans, Dileya t'a retrouvé auprès de Jude pour une nuit. Tu as été conçu, mais Dileya ne le lui a jamais dit. J'avais la tête qui tournait. Mais tu le savais. Je le savais. Clara a confirmé. Jude et je suis resté en contact. Quand tu étais petite, je t'emmenais ici pour des visites. Tu jouais avec Reine pendant que Jude et moi discutions sur le porche. Tu étais trop jeune pour t'en souvenir. Dileya l'a permis. J'ai demandé, incrédule. Le visage de Clara s'est durci. Elle ne l'a su que lorsqu'elle l'a appris. Quand tu as eu 4 ans, elle l'a découvert. Elle a menacé de me couper complètement les vivres. Je ne te reverrai plus jamais, ni toi ni Reine, si je continuais. J'ai dû choisir entre te voir selon les conditions de Dileya ou pas du tout. Qu'est-il arrivé à Reine ? Ai-je demandé en repensant aux notes de son journal qui avaient brusquement cessé quand Reine avait 17 ans. Le regard de Clara s'est perdu de douleur. Il y a eu un incident. Dileya a fait une dépression nerveuse une nuit. Reine a été la plus touchée. Elle a été hospitalisée, puis internée. Dileya a dit à tout le monde que Reine avait des problèmes de santé mentale, mais c'était Dileya. J'ai fini par avoir la nausée. Où est Reine maintenant ? Je ne sais pas, a admis Clara, la voix brisée pour la première fois. Elle est sortie de l'hôpital il y a 10 ans, mais elle a disparu. Depuis, je la cherche. Assise dans un silence stupéfait, j'essaie de digérer tout ça. Un père qui m'a aimé de loin toute ma vie. Une sœur dont je ne me souvenais plus. Une mère qui les avait systématiquement effacées de mon histoire. Il faut que je la retrouve, ai-je finalement dit. Il faut que je les retrouve toutes les deux. Clara hocha la tête, les larmes aux yeux. Oui, dit-elle. Il est temps. Le lendemain matin, je me suis rendu à l'adresse indiquée dans les archives institutionnelles de Rennes, un établissement tentaculaire situé à 2 comtés de l'hôpital psychiatrique de Pinewood. Le bâtiment était plus récent que prévu, tout en verre et aux couleurs neutres, conçu pour une impression moins institutionnelle. À la réception, une jeune femme au regard bienveillant m'a accueilli. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Je cherche des informations sur une ancienne patiente, ai-je dit. Reine Bennett. Elle aurait été là il y a une dizaine d'années. Le sourire de la réceptionniste s'est estompé. Je suis désolé, mais les informations sur les patients sont confidentielles. Êtes-vous de la famille ? Je suis sa sœur, ai-je dit, les mots immobiles. Étrange sur ma langue. Je viens de l'apprendre. S'il vous plaît, j'essaie de la retrouver. Elle a scruté mon visage, semblant prendre une décision. Voyons si le docteur Maurice est disponible. Il est là depuis longtemps. Il s'en souvient peut-être. 20 minutes plus tard, j'étais assis en face du docteur Maurice, un homme mince aux cheveux poivre et sel et portant des lunettes à monture métallique. Il a joint les doigts en me considérant. Reine Bennett, a-t-il finalement dit. Oui, je me souviens bien d'elle. Une artiste talentueuse. Discrète. Elle n'aurait jamais dû être ici. Que voulez-vous dire, ai-je demandé, a-t-il soupiré. Elle ne souffrait d'aucune affection diagnostiquée nécessitant des soins de longue durée. Sa mère a insisté, apportant un document d'un autre médecin, désormais discrédité,
affirmant que Ren avait des tendances dangereuses. Il a secoué la tête. Je n'en ai jamais vu la preuve. Quand j'ai entamé les démarches pour la faire libérer, sa mère s'est battue vigoureusement, mais elle a finalement été libérée. Oui, à 21 ans. Majeure, sa mère ne pouvait plus la garder ici. Il a hésité. Mais elle n'est jamais rentrée chez elle. Elle s'est enregistrée avec juste ses vêtements et un carnet de croquis. Personne n'est venu la chercher. Avez-vous une idée d'où elle est allée? Ai-je demandé, le désespoir s'insinuant dans ma voix. L'expression du docteur Maurice s'est adoucie. Non, je suis désolé. Nous avons essayé de la suivre, mais elle ne voulait pas qu'on la retrouve. Alors que je me retournais pour partir, il m'a interpellé. Mademoiselle Bennett, il y avait une chose. Avant son départ, Ren a peint une fresque dans notre salle de jeu. Elle est toujours là. Vous pourriez vouloir la voir. La fresque occupait un mur entier, un paysage que j'ai immédiatement reconnu comme étant la ferme de Clara, vue depuis la colline derrière la grange. Au premier plan se tenaient 3 silhouettes, une femme âgée aux cheveux argentés, une jeune femme en uniforme militaire, et entre elles, légèrement à l'écart, une femme avec un pinceau à la main. C'était nous, Clara, moi et Ren, tels que nous aurions pu être si la vie avait été différente. Elle avait peint un avenir qui n'a jamais eu lieu, une famille déchirée avant même d'avoir pu exister. Je suis retourné à la ferme quelques jours plus tard, l'esprit submergé de questions. Qui était devenu Ren? Où était Jude maintenant? Et comment Dileya avait-elle réussi à les effacer si complètement de nos vies? Clara m'attendait sur le porche à mon retour, le visage crispé par l'inquiétude. Quelqu'un était là, dit-elle sans préambule. Pendant votre absence, la grange est en désordre. Nous nous sommes précipités vers la grange où la pièce verrouillée était ouverte, son contenu jonchant le sol. Des lettres étaient éparpillées partout. Le journal avait disparu, et le coffre en bois avait été ajouté. Qui a pu faire ça? Demandai-je en m'agenouillant pour ramasser les lettres. La voix de Clara était grave. Quelqu'un qui ne veut pas que la vérité éclate. Alors que nous mettions de l'ordre dans ce chaos, un camion s'est arrêté devant. Ran apparut dans l'embrasure de la porte, son expression passant de la désinvolture à l'inquiétude en observant la scène. Que s'est-il passé? Demanda-t-il en s'accroupissant pour nous aider. Quelqu'un est entré par effraction, expliquai-je. Il cherchait quelque chose de précis. Ran a ramassé une des lettres, son regard scrutant la signature au bas. Jude Bennett, dit-il d'une voix étrangement caverneuse. Tu l'as découvert. Je me suis figé. Tu sais pour Jude? Le regard de Ron croisa le mien sans broncher. Je connais Ren, dit-il simplement. Je suis sorti avec elle avant sa disparition. Le monde semblait s'être arrêté. Tu connaissais ma sœur depuis tout ce temps? Il hocha la tête, honteux. Je te promets de ne rien dire. Elle avait peur, elle était terrifiée à l'idée que ta mère la retrouve. Sais-tu où elle est maintenant? Demandai-je. Non, dit-il. Mais je sais où elle était. Il faut qu'on fouille à nouveau le grenier. De retour à la ferme, Rome nous conduisit dans une partie du grenier que je n'avais pas explorée. Derrière une pile de vieux meubles se trouvait une planche de parquet branlante. En dessous, enveloppée dans un tissu, se trouvait une cassette audio étiquetée à l'encre délavée. Car lorsqu'elle posa la question, les mains de Clara tremblèrent en la tenant. J'avais oublié ça, murmura-t-elle. Ren l'avait fait avant qu'on l'emmène. Nous avons trouvé un vieux magnétophone dans la chambre de Clara. La cassette sifflait et grésillait avant qu'une voix de jeune femme ne remplisse la pièce, claire, déterminée et effrayée. Si tu écoutes ça, Evelyne, c'est que tu es enfin rentrée. Vraiment? Chez Clara. Je ne sais pas quand ce sera ni si je serai encore là quand ça arrivera. Mais il y a des choses que tu dois savoir et que personne d'autre ne te dira. La voix de Ren, détaillait des années de violences psychologiques et physiques infligées par Dileya. Comment Dileya se mettait en colère, puis faisait comme si de rien n'était. Comment elle nous menaçait et nous manipulait, nous montant Ren et moi l'une contre l'autre quand nous étions petites. La nuit où tout a basculé. La voix enregistrée de Ren continuait. J'ai menacé de dire à quelqu'un ce qui se passait vraiment. J'avais 17 ans, presque libre. Elle m'a frappé si fort que j'ai perdu connaissance. À mon réveil, j'étais à l'hôpital et elle racontait à tout le monde que j'avais eu une crise psychotique. Pause. Personne ne me croyait. Personne, sauf Clara et Jude,
et il ne pouvait rien faire sans risquer de vous perdre tous les deux. À la fin de l'enregistrement, nous restâmes tous les trois assis dans un silence stupéfait. Finalement, Clara prit la parole. J'ai essayé de signaler l'incident, dit-elle d'une voix rauque, empreinte d'un vieux chagrin. Je suis allée à la police avec le dossier médical. Ils ont dit que c'était une affaire de famille. Dileya avait trop de relations, trop de respectabilité. Il faut réessayer, dis-je fermement. Avec cet enregistrement, avec les lettres, avec tout ce que nous avons. Ran secoua la tête. Ce ne sera peut-être pas suffisant. Trop de temps s'est écoulé. Mais il hésita. Il y a autre chose. Quelque chose que Ren m'a montré un jour. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait sur la ferme, Ran apparut avec un mince paquet. À l'intérieur se trouvait une clé USB. Ren me l'a donnée pour que je la garde précieusement, expliqua-t-il alors que nous étions réunis autour du vieil ordinateur de Clara. Il disait que c'était une assurance. La clé contenait des dizaines de mails, des échanges entre Dileya et Russell s'étalant sur des années. Ils y discutaient de la gestion de l'affaire Ren et de la nécessité de s'assurer qu'Evelyn n'apprenne jamais rien pour Jude. Il y avait des copies numérisées de dossiers médicaux falsifiés, des conversations avec des médecins prêts à diagnostiquer des maladies inexistantes, et des paiements pour faire taire les gens. Il faut qu'on transmette ça à un journaliste, ai-je dit. Quelqu'un qu'on ne peut pas acheter. Nous avons trouvé un journaliste local réputé pour son intégrité et avons envoyé anonymement des copies de tout, la cassette, les courriels, les dossiers médicaux. Les jours passaient sans qu'aucun article ne paraisse. Puis, une semaine après avoir envoyé les preuves, une lettre est arrivée dans la boîte aux lettres de Clara. Pas d'adresse de retour, pas de signature, juste 7 mots. Ren est vivant. Interrogé Ran sur la cabane. J'ai confronté Ran ce soir-là alors qu'il finissait de réparer le toit de Clara. Quelle cabane? J'ai exigé de lui montrer le mot. Son visage était pâle. Je n'y suis pas allé depuis des années, a-t-il dit. C'est au fond des bois, au nord de la propriété de Clara. Ren y allait pour peindre. C'était son sanctuaire. Le lendemain matin, Ron nous conduisit, Clara et moi, à travers la forêt, suivant un sentier que lui seul pouvait voir. Après 1 heure de marche, nous atteignîmes une petite clairière où se dressait une simple cabane en bois. Les volets étaient fermés. Elle était abandonnée quand nous l'avons trouvée, expliqua Ran. Ren la répara, se l'appropria. La porte n'était pas verrouillée. À l'intérieur, la poussière recouvrait tout, mais sous la couche de temps, la cabane était clairement la demeure de quelqu'un. Un petit lit dans un coin, un poêle à bois, des étagères garnies de livres et de fournitures artistiques, et sur chaque mur, des tableaux, des paysages, des portraits, des œuvres abstraites chargées d'émotions. Mais ce qui me coupa le souffle, ce furent les toiles plus récentes appuyées contre le mur du fond. La peinture était plus fraîche, le style plus raffiné, mais indéniablement de la même main. Quelqu'un était venu récemment. Sur un mur était accrochée une série de portraits, moi en uniforme, à différents endroits et à différents âges. Elle me peignait depuis des années, me gardant près d'elle comme elle le pouvait. Au centre de la pièce se trouvait une malle fermée à clé. Ran sortit une clé de sa poche. Elle m'a donné ça, dit-il, au cas où. À l'intérieur du coffre se trouvaient des photos. Ren adulte, avec de longs cheveux noirs et mes mêmes yeux bleus. Sur certaines, elle souriait à l'objectif depuis différents endroits. Une plage, une rue, un point de vue sur une montagne. Elle était vivante. Elle était libre. Elle avait construit sa vie. Un carnet de croquis reposait au fond du coffre. Ces pages étaient remplies de dessins de nous trois, Clara, Ren et moi, ensemble dans des scènes qui n'avaient jamais eu lieu. Des matins de Noël, des fêtes d'anniversaire, des moments ordinaires d'une famille qui aurait dû exister. Alors que je serrais le carnet contre ma poitrine, un bruit extérieur nous figèrent tous. Des pas sur le porche, la poignée de la porte tournait lentement. Par l'entrebâillement de la porte, j'aperçus une femme aux longs cheveux noirs et aux yeux bleus familiers, des yeux qui s'écarquillèrent de surprise en croisant les miens. Puis elle disparut, disparaissant dans les arbres comme un fantôme. Ren, appelai-je en me précipitant vers la porte. Ren, attends. Mais la forêt l'avait déjà englouti. Il ne restait que l'écho de ma voix et la certitude que ma sœur, la sœur que j'ignorais avoir, m'observait quelque part parmi les arbres silencieux. Il faut la retrouver, dis-je en me dirigeant déjà vers la porte. Ran me saisit le bras. Pas comme ça, prévint-il.
Elle va disparaître encore plus profondément. Elle a survécu si longtemps en restant cachée. Mais c'est ma sœur, protestai-je, les mots encore. Nouveau et étrange sur ma langue. Et elle est terrifiée, dit doucement Clara. Souviens-toi de ce qu'elle a traversé, lui dit Evelyne, le monde n'est pas sûr. À contre-cœur, je l'ai laissé me ramener à la ferme. La nuit était tombée à notre arrivée, et une voiture inconnue était garée dans l'allée, élégante, noire, luxueuse. Reste derrière moi, murmura Ran en s'avançant la première. La lumière de la cuisine était allumée. Assise à la table en chêne usée de Clara se trouvait Dileya, ses mains parfaitement manucurées en serrant une tasse de thé comme si elle était à sa place. Elle leva les yeux à notre entrée, son regard froid me balayant du regard. « Mère, dis-je d'un ton neutre. Que fais-tu ici ? Je te cherche, bien sûr, répondit-elle d'une voix mielleuse, faussement inquiète. Tu es parti si soudainement. La famille était inquiet. Non, ils ne l'ont pas fait, dis-je. Et vous n'étiez pas non plus. Clara a déménagé pour vous tenir à côté de moi. Vous devez partir, dit Leia. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Le sourire de Dileya s'est endurci dans la maison de ma propre mère. Je ne pense pas. Son regard a fait passer la porte à la porte de la porte. Ceux qui ont fait, ai-je exigé. Il suffit de nettoyer les extrémités lâches. Ce ne sont pas les vôtres, a déclaré Clara, sa voix plus forte que je ne l'avais jamais entendue. Ils appartiennent à Ren et à Evelyne. Ren ? Dileya cracha le nom comme une malédiction. Toujours Ren, la troublée, la spéciale. Elle a presque détruit cette famille avec ses mensonges. La seule Manvici est vous, dis-je en avançant. Nous savons tout. Les abus, le faux diagnostic, comment tu m'as caché mon vrai père. Quelque chose a scintillé dans les yeux de Dileya. Craignez peut-être, ouvrage, avant de le contrôler. Vous étiez toujours crédule, Evelyne. Croyant tout ce qui vous a fait sentir spécial. Ce n'est pas une histoire, Ran a dit, en tenant son téléphone. Tout est documenté. Placez-vous-ci, qui était devenu pâle. Eux-mêmes s'ils n'étaient pas. Cette nuit-là, aucun de nous ne dormait bien. Je n'arrêtais pas de penser que j'entendais des bruits à l'extérieur de ma fenêtre, des pas dans la neige, murmures sur le vent. Mais le matin est venu sans incident, un soleil d'hiver brillant se répandant sur le sol de la cuisine alors que nous dînions. Ran est arrivé tôt, son camion chargé de bois et d'outils. Je pensais réparer correctement la salle de la grange, a-t-il expliqué. Faites-le sécuriser. Pendant qu'il travaillait, Clara et moi avons trié ce qui restait de notre preuve. Sans les lettres et le journal, nous n'avions que les copies numériques des emails sur le téléphone de Ron et nos propres témoignages. Ce n'est peut-être pas suffisant, ai-je admis, frustré. Surtout contre quelqu'un comme Dileya. Il y a toujours la bande audio, m'a rappelé Clara. Russell l'a pris, mais j'ai fait une copie il y a des années. C'est avec un avocat en ville, Margaret Wilson. Elle est en sécurité pour moi. Le bureau de droit de Margaret Wilson était un petit bâtiment en briques sur la rue Main. L'avocate elle-même était une femme formidable dans la soixantaine avec des yeux pointus et un comportement non décise. Clara a appelé à l'avance. Dit-elle, nous inaugurant dans son bureau. J'attends cette journée depuis longtemps. De son coffre-fort, elle a récupéré non seulement une copie de la bande de Rennes, mais un dossier épais de documents, de rapports médicaux, de déclarations de police et d'affidavits de l'ancien personnel de ménage qui avait été témoin des abus de Dileya. Je construis cette affaire depuis 15 ans, a expliqué Margaret. Depuis que Clara m'est venue pour la première fois à propos de Rennes, nous n'avons jamais eu assez pour aller de l'avant. L'influence de Dileya était trop forte et Rennes a disparu avant de pouvoir obtenir son témoignage. Elle m'a regardé attentivement, mais avec vous ici maintenant, cela change tout. De retour à la ferme, nous avons trouvé la salle de grange restaurée et renforcée avec une nouvelle porte robuste. Ran ne faisait que finir lorsque mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. Bonjour. J'ai répondu avec prudence. Le journaliste que vous avez contacté est compromis. Dit rapidement la voix d'une femme. Dileya est venue à lui. Ne faites pas non plus confiance aux autorités de la ville. Qui est-ce? J'ai demandé si je savais déjà. Une pause. Tu sais qui? Une autre pause. Venir à la cabine ce soir à minuit. La ligne est morte. Reine Clara a demandé à voir mon visage.
J'ai hoché la tête à la tête de la course. Elle veut se rencontrer ce soir. Ran avait l'air inquiet. Ce pourrait être un piège. Dileya aurait pu trouver la cabine. Ce n'est pas un piège, dis-je avec certitude. C'était elle. Je sais que c'était. Cette nuit-là, j'ai fait mon chemin à travers la forêt sombre seul, en suivant le chemin que nous avons emprunté plus tôt. La lune était presque pleine, jetant une lumière argentée à travers les branches nues. Chaque son m'a fait sauter. La fissure d'une brindille, la ulule d'un hibou, le bruissement de quelque chose qui se déplaçait à travers le souacte. Je suis apparu comme auparavant, mais maintenant une faible luminosité. I've been watching you, a voice said from the shadow. Since you arrived at Claraes, she stepped into the moonlight. A woman my age with long dark hair and my same blue eyes. Taleden me by a few inchtine, her movement cause you a adheres. Ren, he breathed. She nodded, keeping her distance. You look like him. Like Jude. You know where he is? He asked. Hope flaring. No, she said. We lost touch years il y a plus de temps. A fait un pas vers elle. Je ne savais pas pour toi, à son sujet. Toutes ces années, je ne savais pas. Je sais, dit-elle. J'ai suivi votre vie à distance. Je savais que lorsque vous vous êtes enrôlé, lorsque vous avez été déployé, lorsque vous avez été blessé, elle a fait un geste vers mon visage marqué. Je vous ai peint pour vous souvenir de vous, pour vous garder prêt. Un autre pas de plus. Pourquoi ne m'as-tu pas contacté avant? Peur, dit-elle simplement. Dileya a des ressources, des connexions. J'avais peur de me trouver et de terminer ce qu'elle a commencé. Ses yeux s'assombrissaient de mémoire, et je ne savais pas si tu me croirais sur elle. Je te crois, dis-je farouchement. J'ai vu les preuves. Je sais ce qu'elle a fait. Ren m'a étudié pendant un long moment, puis a hoché la tête vers la cabine. Entrez à l'intérieur. Il y a plus que vous devez voir. La cabine était chaude, un petit feu brûlant dans le poêle des bois. Chaque surface était recouverte de peintures, de paysages, de résumés et de dizaines de portraits de moi à différents âges à différents endroits. Sur une petite table posée pile de coupures de journaux, histoire sur les déploiements de mon unité, ma cérémonie de mention élogieuse, tout ce qui a mentionné mon nom. Vous m'avez suivi tout ce temps, dis-je, touché et instable. Dans une égale mesure. Tu es ma sœur, a-t-elle dit, comme si cela expliquait tout. Et peut-être que c'est le cas. Depuis un plancher, Ren a produit une boîte en métal. À l'intérieur, il y avait plus de lettres de Jude, des photos de nous trois ensemble quand j'étais trop jeune pour me souvenir et une clé USB. C'est la vraie raison pour laquelle la panique de Dileya, a-t-elle dit, en levant le trajet. Il contient des enregistrements de sa menace, admettant avoir falsifié les dossiers médicaux et discutant avec Russell comment vous empêcher de découvrir Jude. Ses yeux étaient durs. Elle ne savait pas que j'enregistrais ses visites à l'institution. C'est ce dont nous avons besoin, ai-je dit, de construction d'excitation. Avec cela, nous pouvons enfin l'exposer. Le sourire de Ren était triste. Ce ne sera pas facile. Elle se battra dur. Ensuite, nous nous battrons plus fort. J'ai promis ensemble. Comme je suis retourné à la ferme à la lumière avant l'aube, Ren m'a parlé de sa vie depuis son échappement de l'institution. Comment elle a vécu de la grille, se déplaçant d'un endroit à l'autre, se soutenant avec son art vendu sous un pseudonyme. Comment elle m'avait regardé de loin, trop peur de tendre la main, mais peu disposée à rompre le dernier lien avec la famille qu'elle avait. Clara attendait le porche, une couverture enroulée autour de ses épaules contre un froid. Quand elle a vu Ren, elle laissa échapper un petit cri et se leva, les bras tendus. Ma fille, murmura-t-elle alors que Ren entra dans son étreinte. Ma fille courageuse et belle. Les prochains jours ont été un flou de planification et de préparation. Margaret Wilson a fait venir un ami journaliste de confiance d'un grand journal. Nous avons compilé toutes nos preuves, les enregistrements de Ren, les dossiers médicaux, les emails, les témoignages. Ensemble, il a formé une image indéniable des abus systématiques et de la manipulation s'étendant sur des décennies. Ren était terrifiée mais résolue. Je cours depuis 10 ans, a-t-elle dit. Je suis fatiguée de me cacher. Pendant que le journaliste a préparé l'histoire, nous avons appris que Dileya prévoyait un gala de charité à son domicile. Une occasion parfaite de la confronter aux témoins présents. C'est risqué, a averti Margaret.
Elle aura un avantage sur le terrain. Mais elle ne s'attendra pas à nous tous ensemble, ai-je souligné. Et elle ne s'attendra certainement pas à Ren. La nuit du gala est arrivée. Ran nous a conduits dans son camion, stationné à un pâté de maison de la maison de Dileya. À travers les fenêtres, nous pouvions voir la fête en plein essor. Des invités bien habillés se mêlant, le champagne coulant, Dileya au centre de tout cela dans une élégante robe noire. Rappelez-vous le plan, a déclaré Margaret en approchant la porte d'entrée. Restez calme. Restez ensemble. Laissez l'épreuve parler de lui-même. Le portier a essayé de nous arrêter, mais Margaret a présenté son invitation, s'est achetée à travers des liens que je n'ai pas posé de questions, et nous étions à l'intérieur. Les têtes se sont tournées alors que notre groupe improbable se déplaçait à travers la foule. Je scannais la pièce et j'ai repéré Violet près de la grand piano, sa grossesse montrant maintenant sous sa robe de créateur. Nos yeux se sont rencontrés en toute la salle, son champagne se débrouille à moitié à mi-chemin pour ses lèvres, son visage se dresse de la couleur, son champagne, le champagne a fait la mi-temps ensuite, je mets à côté de moi. Nous devons parler, dis-je uniformément. Nous tous. Maintenant, ce n'est guère le temps ou le lieu pour une discussion familiale, a répondu Dileya, son sourire fixé en regardant ses curieux invités. C'est exactement le bon moment, dit Ren, sa voix stable malgré ses mains tremblantes. Sauf si vous préférez d'abord tout partager avec vos amis. Le sourire de Dileya a disparu. Mon bureau maintenant. Elle se tourna vers ses invités. Veuillez m'excuser un instant. Matière familiale. Dans le bureau de Woodpond, Dileya s'est positionné derrière son bureau comme un général se préparant à la bataille. Russell se tenait à côté d'elle, son visage pâle et transpirant. Violet planait près de la porte, l'air confus et effrayé. De quoi s'agit-il? Dileya a demandé une fois la porte fermée. Ceci, a déclaré Margaret, plaçant une tablette sur le bureau. Et ça? Un dossier épais de documents. Et les enregistrements de Seren sont prêts à jouer. Nous savons tout ce que j'ai dit à propos de Jude, sur la façon dont vous avez abusé de Ren et l'avez engagé sur de fausses prétextes. Sur la façon dont vous m'avez menti toute ma vie. Ridicule, Dileya se moqua. Mais ses mains tremblaient. Ce sont les illusions d'une fille en difficulté et d'une vieille femme amère. Ce ne sont pas des illusions, dit tranquillement Ren. Elle a appuyé sur le jeu sur les enregistrements. La voix de Dileya a rempli la pièce, froide et menaçante. Si jamais vous dites à quelqu'un ce qui s'est réellement passé, je m'assurerai de ne jamais quitter cet endroit. Personne ne vous croira de toute façon. Tu es fou, tu te souviens? J'ai les papiers pour le prouver. Violet halta, sa main couvrant sa bouche. Maman, qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien. Dileya cassé. Enregistrement du médecin. Preuve fabriquée. Ce n'est pas fabriqué, a déclaré Russell soudainement. Sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Nous nous sommes tous tournés pour le regarder. Russell, a averti Dileya. Pas. Il secoua la tête, les épaules s'effondrant. Je ne peux plus faire ça, Dileya. C'est fini. Il m'a regardé, puis à Ren. Je suis désolé. J'aurais dû l'arrêter il y a des années. Je savais ce qu'elle faisait à Ren. Je connaissais Jude. Je l'ai aidé à tout cacher. Toi lâche, Dileya siffla. Oui, il a accepté, rencontrant son regard pour la première fois. Je le suis, mais plus maintenant. Violet s'éloigna de la porte, son visage cendré. Est-ce vrai? Avez-vous? Elle ne pouvait pas terminer la phrase. Ta mère a un tempérament, a déclaré doucement Russell. Vous n'avez jamais vu le pire. Elle s'est assurée de cela. Vous avez toujours été son préféré, a dit Ren à Violet. La bonne fille, celle qui a tout fait correctement. Violet avait l'air frappé. Je ne savais pas, murmura-t-elle. Je jure que je ne savais pas. Une réunion de famille touchante, a déclaré Dileya, sa voix dégoulinant de mépris. Mais finalement dénuée de sens. Vous n'avez pas de véritable pouvoir ici. Nous avons la vérité, ai-je dit. Et demain, tout le monde le fera aussi. J'ai hoché la tête vers le journaliste en attendant dehors. L'histoire se déroule le matin, avec le témoignage de Russell, les enregistrements, les dossiers médicaux, tout. Vous n'oseriez pas, dit Dileya, mais l'incertitude s'était glissée dans sa voix. Regardez-nous, a répondu Ren.
Votre carrière, votre réputation, votre statut social, tout se termine demain, a ajouté Margaret. Sauf si, à moins que quoi? Dit Leia. Exigé. Sauf si vous avouez maintenant. À la caméra à tout. Dit Leia a ri un son fragile dur. Jamais. Ensuite, je vais, a déclaré Russell, redressant ses épaules. Je suis resté silencieux trop longtemps. Ce qui a suivi a été une confession dévastatrice complète. Russell s'exprimant régulièrement dans la caméra du journaliste, détaillant les années de manipulation, d'abus et de mensonges de Leia. Comment elle m'était caché Jude. Comment elle avait créé de faux dossiers médicaux pour s'être engagée. Comment elle avait menacé et intimidé quiconque s'est mis sur son chemin. Tout au long de tout cela, Leia était rigidement derrière son bureau, son visage un masque de fureur froide. Quand Russell a terminé, elle a regardé chacun de nous tour à tour. Sortez de chez moi, dit-elle, sa voix mortelle silencieuse. Vous tous. Heureusement, Ren a répondu, mais nous n'avons pas fini. Pas de loin. À l'extérieur, Violet nous a rattrapés, des larmes coulant sur son visage. Je veux aider, a-t-elle déclaré. Tout ce qu'il faut. Je suis vraiment désolé pour vous deux. Je ne savais pas. 2 jours plus tard, l'histoire s'est cassée. Secret sombre de la femme d'affaires éminente, des décennies d'abus et une tromperie exposée. La confession de Russell combinée aux enregistrements de Ren et à la documentation, a créé une sensation. Plus de témoins se sont manifestés. L'ancien personnel de la maison, l'assistante personnelle de Leia, même son ancien thérapeute, qui avait soupçonné des abus mais qui avait subi du silence. La police a ouvert une enquête. Les services de protection de l'enfance ont examiné l'affaire. Le conseil d'administration médicale a commencé à examiner les médecins qui avaient falsifié les dossiers de Ren. Le monde soigneusement construit de Leia s'est effondré comme une maison de cartes. Ses partenaires commerciaux se sont éloignés. Son comité de charité lui a demandé la démission. Des amis ont cessé de prendre ses appels. À travers tout cela, nous avons regardé de la sécurité de la ferme de Clara. Ren encore trop nerveux pour rester en ville. Violet nous a rejoints, après avoir quitté Brandon après avoir découvert qu'il avait connu des parties de la vérité et rien dit. J'ai besoin de comprendre qui je suis, nous a-t-elle dit un soir alors que nous étions assis sur le porche de Clara. Sans son influence, cela prend du temps, a déclaré Ren, ses premiers mots directement à Violet depuis des années. Pas pardon, pas encore, mais un début. Une semaine après la rupture de l'histoire, Margaret a appelé avec des nouvelles. La police voulait des déclarations officielles de moi et de Ren. Leia était sous enquête pour de multiples accusations de la maltraitance d'enfants à la fraude. Vindication, end en all, deep sadness. He never thought he'd see this day, she admitted. He thought she'd get away with it forever. After giving her statement, we stopped by Margaret's office where she had news. He found him, she said simply. Oh. He asked to my at already knew. Jude Bennett, your father. He is alive, living in Oregon. He has contact information if you want it. Ren and he looked at each other. A lifetime of loss and le désir de passer entre nous. Fermer, faire fondre la neige et révéler les pousses vertes tendres poussant à travers la terre sombre. Au cours des 3 mois qui ont suivi la confrontation de Leia, nos vies s'étaient transformées d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. L'ancienne grange, autrefois une structure altérée abritant du foin et des outils, devenait maintenant quelque chose de nouveau. Ron a supervisé la rénovation, transformant l'espace en ce que Ren et moi avons envisagé, un centre d'art pour les anciens combattants et les survivants en traumatologie. De grandes fenêtres laissent entrer la lumière naturelle, éclairer les chevaux et les œuvres où les gens pourraient créer, guérir et se connecter. Le mur sud a encore besoin d'être renforcé, a déclaré Ran un après-midi alors que nous inspections les progrès. Mais ce sera prêt à ouvrir à l'été. C'est parfait, répondit Ren, sa main se frottant brièvement. Un petit geste qui en dit long sur leur relation ravivée. Clara a regardé la transformation de sa chaise à bascule sur le porche, son corps poussant fria même alors qu'elle avait vu ses grands-filles à 82 ans. J'ai toujours su que cette journée viendrait, m'a-t-elle dit un soir alors que nous nous asseyions ensemble en regardant le coucher du soleil. J'ai juste prié de vivre pour le voir. Vous l'avez vu et plus encore. Je lui ai assuré, la tenant la main altérée dans la mienne. Et il y a encore plus à venir.
La procédure judiciaire contre Dileya a progressé régulièrement. Elle avait été accusée de multiples chefs de maltraitance d'enfants, de fraude et de falsification. Russell avait accepté un accord de plaidoyer en échange de son témoignage, et les médecins qui avaient falsifié les dossiers de Ren faisaient l'objet d'une enquête par le conseil médical. Surtout, un cinéaste documentaire nous avait approchés, voulant raconter notre histoire. Après un examen minutieux, nous avons convenu, en le voyant comme une opportunité de faire la lumière sur les abus familiaux et les échecs institutionnels qui avaient permis à Dileya de maintenir sa tromperie pendant si longtemps. Votre histoire compte. La cinéaste Sarah nous a dit lors de notre première interview, cela pourrait aider les autres qui sont réduits au silence, oubliés, effacés. Le processus de tournage était à la fois guérissant et douloureux, nous obligeant à revoir les traumatismes que nous préférons oublier. Mais ensemble, Ren et moi avons trouvé la force de dire notre vérité. Clara a également participé à son renforcement de voix douce alors qu'elle racontait les années pour essayer de nous protéger dans les limites de son pouvoir. Par un chaud après-midi de mai, mon téléphone a sonné. Un nombre de mon ancienne unité militaire. Sergent Bennett. Une voix familière a dit quand j'ai répondu, c'est Alvarez. Je t'ai vu aux nouvelles. L'aperçu du documentaire. Je voulais juste dire, nous sommes tous fiers de vous. Ce que vous faites maintenant est aussi courageux que tout ce que vous avez fait en uniforme. L'appel m'a laissé en larmes, submergé par le lien avec les personnes qui étaient ma famille depuis une décennie. Ce soir-là, j'ai commencé à écrire, essayant de donner un sens à mon voyage de soldat à survivant à l'avocat. Les croquis de Ren ont couvert les murs autour de moi, des encres visuelles pour le récit que je luttais pour façonner. Cela n'a pas besoin d'être parfait, m'a rappelé Ren, regardant par-dessus mon épaule aux pages disséminées sur le bureau. Cela doit être vrai. Juin a apporté une lettre de Violet, qui avait déménagé à Seattle pour recommencer. Elle était en thérapie, a-t-elle écrit, apprenant à comprendre comment la manipulation de Dileya avait façonné son propre comportement. Elle avait quitté Brandon en permanence après avoir découvert sa complicité pour cacher des informations sur l'endroit où Ren il y a des années. Je ne m'attends pas à la pardon, a-t-elle écrit. Je veux juste que vous sachiez tous les deux que j'essaie d'être mieux. Être digne d'être votre sœur un jour. C'était un début. Tableau, fragile, mais réel. La carrière artistique de Ren a fleuri de façon inattendue lorsqu'un propriétaire de la galerie de Portland a vu son travail dans l'aperçu documentaire. Il lui a offert une projection mettant en vedette ses pièces de paysage et la série de portraits qu'elle avait peintes de moi au fil des ans. Je ne suis pas sûr que je suis prête, elle a avoué la veille de l'anxiété d'ouverture, faisant trembler ses mains alors qu'elle disposait l'affichage final. Tu le es, je lui ai assuré. Nous le sommes tous les deux. L'exposition était une révélation. Les gens ont emballé la petite galerie, ont déménagé aux larmes par l'histoire derrière les peintures. Un portrait de moi en uniforme, peint à partir d'une photo de journal lors de mon deuxième déploiement, est devenu la pièce maîtresse, un symbole de résilience qui a résonné au-delà de notre histoire personnelle. Alors que l'été s'installait sur la ferme, apportant une croissance luxuriante et des soirées dorées, nous avons appris que Dileya avait accepté un accord de plaidoyer. Elle servirait du temps, mais pas autant que nous l'espérions. Plus important encore, sa réputation a été irrémédiablement endommagée. Son pouvoir de nuire aux autres a diminué. Est-ce suffisant ? Demanda Ran en discutant des nouvelles au cours du dîner. Cela doit l'être, a déclaré Ren après une longue pause. La justice est imparfaite, mais nous sommes libres. C'est ce qui compte. La santé de Clara a commencé à décliner alors que juillet se tournait en août. Les médecins ont parlé de son cœur de plus en plus faible, des systèmes commençant à s'arrêter. Nous avons déplacé son lit dans la salle du soleil où elle pouvait regarder les oiseaux et sentir la brise à travers des fenêtres ouvertes. J'ai quelque chose à vous dire les deux, a-t-elle dit un soir, la voix mince mais déterminée. Jude arrive. Je l'ai appelé. Il sera ici demain. Ren et moi avons échangé des regards surpris. Nous étions en contact avec notre père par téléphone et par email depuis des mois, en établissant une relation provisoire, mais aucun de nous ne se sentait prêt pour une réunion en personne. Êtes-vous sûr ? Ai-je demandé, mon cœur battant la course. Clara sourit, ses yeux bleus, nos yeux, se plissant dans les coins. Je suis sûr qu'il est temps. Le lendemain, il était clair et parfait, comme si le temps lui-même approuvait cette réunion longue. Ran a aidé Clara à sa chaise préférée sur le porche, enveloppée dans des courtes pointes malgré la chaleur estivale. Ren et moi nous sommes assis de chaque côté d'elle,
un front uni contre l'incertitude de rencontrer l'homme qui nous aimait de loin depuis si longtemps. Lorsque la voiture de location a tiré la longue allée, j'ai senti la main de Ren se glisser dans la mienne, serrant serré. L'homme qui a émergé était grand et tout droit malgré ses 60 ans et plus. Ses cheveux étaient argentés maintenant, pas le brun foncé des photographies, mais ses yeux, mes yeux, les yeux de Ren, les yeux de Clara, étaient exactement les mêmes. Il s'arrêta au pied des marches du Porsche, l'émotion empêchant lui de parler. Nous nous sommes regardés, 3 personnes reliées par le sang, mais séparées par des décennies de distance délibérée. Clara a rompu le silence. « Mâchez, dit-elle doucement. Venez rencontrer correctement vos filles cette fois. » Il grimpa lentement le pas, comme si nous avons peur de disparaître s'il se déplaçait trop rapidement. Lorsqu'il a atteint le sommet, Ren se tenait en premier, attiré par lui par un fil de reconnaissance invisible. « Ren, respira-t-il, sa voix se brisant. « Mon Ren. » Leur étreinte a brisé quelque chose en moi, une barrière finale. Je me suis tenu et je les ai rejoints, sentant ses bras s'enrouler autour de nous tous les deux, entendant ses excuses chuchotées et son amour contre nos cheveux. « Vous n'avez rien à être désolé, » je lui ai dit farouchement. « Rien. J'aurais dû combattre plus fort, a-t-il insisté. J'aurais dû trouver un moyen. Vous nous aimiez, dit Ren simplement. Nous le savons maintenant. C'est suffisant. 2 semaines plus tard, alors que les premières feuilles commençaient à tourner, Clara est passée paisiblement dans son sommeil. Ren et moi de chaque côté de son lit, Jules sur une chaise à proximité. Elle nous a laissé la ferme dans sa volonté avec une lettre nous demandant de guérir ici, de grandir ici, d'amour ici. Le jour de son service commémoratif, nous avons planté un érable sur la colline surplombant la ferme, le spot préféré de Clara. Alors que nous tapions le sol autour de ses racines tendres, j'ai regardé les champs qui étaient devenus à la maison, dans la grange qui était maintenant un lieu de guérison, à ma sœur et au père à côté de moi. Quoi maintenant? Demanda Ren terriblement. J'ai pensé aux mémoires que j'écrivais, le centre d'art prenant forme, le documentaire qui partagerait bientôt notre histoire avec le monde. J'ai pensé à la tranquillité tranquille que j'avais trouvée ici, pas en fuyant comme Violet avait autrefois accusé, mais en rentrant enfin à la maison. Maintenant, nous vivons, dis-je, ma main trouvant la sienne, la façon dont nous étions toujours censés le faire. Alors que la lumière dorée de la fin de l'après-midi nous lançait sur nous, j'ai senti quelque chose s'installer dans mon âme. Pas une fin, mais un début. Le voyage n'avait pas été ce à quoi nous nous attendions, mais nous étions arrivés ensemble dans un lieu d'honnêteté et de possibilités. C'était suffisant. C'était tout. Que sacrifieriez-vous pour découvrir la vérité sur votre passé? Et auriez-vous le courage de y faire face une fois révélé? Si ce voyage de secrets de famille et de rédemption vous a ému, veuillez vous abonner et partager pour des histoires plus puissantes qui explorent les coins cachés du début humain.